Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers dirigeants, au cours de l'année écoulée, notre monde a connu d'énormes bouleversements. L'insécurité alimentaire, énergie, la sécheresse, des inondations, le Covid-19, l'inflation et une guerre brutale qui n'est pas nécessaire, choisie par un seul homme. Pour être très franc, disons les choses clairement, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a envahi son voisin, a essayé d'éradiquer un État souverain de la carte. La Russie a de façon éhontée violé les principes de la Charte de l'ONU. Encore plus importante, la prohibition très claire d'envahir le territoire d'un de ses voisins par la force. Encore aujourd'hui, le président Poutine a lancé des menaces nucléaires contre l'Europe au mépris des responsabilité du régime de non-prolifération. À présent, la Russie mobilise des soldats pour le combat. Le Kremlin organise un référendum factice pour essayer d'annexer certains territoires de l'Ukraine en violation manifeste de la Charte de l'ONU. Le monde doit voir ces actes pour ce qu'ils sont. Poutine dit qu'il a dû agir puisque la Russie était menacée, mais personne ne menaçait la Russie et personne, mis à part la Russie, recherchait le conflit. En fait, nous avons prévenu que cela venait et avec bon nombre d'entre vous, nous avons travaillé pour l'écarter. Poutine affirme clairement son objectif. Juste avant l'invasion, Poutine affirmait, je cite, que l'Ukraine a été créée par la Russie et n'avait pas, je cite, de véritable statut d'État. On voit des impôts sur les écoles, les gares, les hôpitaux, toutes ces attaques sur des centres de patrimoine ukrainien et de culture. Dans le passé, des preuves encore plus horrifiantes de crimes de guerre. Les fosses communes découvertes à Izium, les corps montrant des signes de torture. Cette guerre consiste à éradiquer le droit de l'Ukraine à exister comme État. C'est clair, et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Qui que vous soyez, où que vous viviez, quelles soient vos convictions, ça doit glacer votre sang. C'est pourquoi 141 pays à l'Assemblée générale se sont rassemblés pour condamner la guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis ont rassemblé d'énormes moyens d'aide humanitaire et un soutien économique direct pour l'Ukraine. Plus de 25 milliards de dollars à date. Nos alliés, nos partenaires de par le monde ont répondu présents également aujourd'hui. Plus de 40 pays ici présents ont contribué des milliards de leur propre argent et d'équipements pour aider l'Ukraine à se défendre. Les États-Unis travaillent également étroitement avec ses alliés et ses partenaires pour imposer des coûts sur la Russie, pour dissuader des attaques contre le territoire de l'OTAN, que la Russie soit tenue comptable de ses atrocités. Si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions impérialistes sans condition, nous mettons en péril tout ce que représente cette institution. Bien sûr, il y a eu la victoire des soldats courageux, des soldats ukrainiens. Le monde a été mis à l'épreuve. Nous avons choisi la liberté, la souveraineté. Nous avons choisi les principes auxquels chaque partie a la charge des Nations Unies est signataire. Nous avons été aux côtés de l'Ukraine. Comme vous, les États-Unis souhaitent mettre un terme à cette guerre sur des termes justes, des termes auxquels nous avons tous souscrit. On ne peut pas saisir le territoire d'une nation par la force. Le seul pays qui l'empêche,
c'est la Russie. Donc, nous, chacun d'entre nous, dans cette Assemblée, décidé à affirmer ces principes en tant que membres des Nations Unies, nous devons être clairs, fermes et inébranlables dans notre détermination. L'Ukraine a les mêmes droits que tout pays souverain. Nous serons aux côtés de l'Ukraine, solidaires contre l'agression de la Russie, point barre. Ce n'est un secret pour personne que dans l'épreuve entre la démocratie et l'autocratie, les États-Unis et moi-même, nous avons une vision pour le monde fondée sur les valeurs de la démocratie. Il s'agit de renforcer la démocratie ici et dans le monde, puisque c'est l'instrument majeur de l'humanité pour faire face aux défis de notre époque. Nous travaillons avec les G7 pour montrer que les démocraties peuvent assurer pour les citoyens, mais également pour le reste du monde également. Mais on se retrouve ici aujourd'hui, la Charte des Nations Unies, son même fondement d'un ordre basé sur des règles est attaqué par ceux qui souhaitent l'abattre ou le déformer pour leur propre avantage politique. La Charte de l'ONU n'a pas simplement été signée par les démocraties dans le monde, a été négociée par des citoyens des douzaines de pays avec des parcours, des idéologies très différentes, unies dans leur engagement à œuvrer pour la paix. Comme l'a dit le président Truman en 1945, la Charte, et je cite, est preuve que les nations comme les hommes peuvent affirmer leurs différences, y faire face et ensuite trouver un terrain d'entente pour s'y retrouver. Ce terrain d'entente était tellement stable qu'aujourd'hui, 193 membres ont souscrit à ces principes volontairement, et défendre ces principes pour la Charte de l'ONU est la tâche de tout État membre responsable. Je rejette le recours à la violence et la force pour conquérir les pays ou des nations par l'effusion de sang, pour lutter contre la coercition et défendre les droits souverains des petits pays comme étant égaux à ceux des plus grands pays. Appliquer des principes de liberté de la navigation, respect du droit international, la maîtrise des armements, quels que soient nos désaccords, c'est un terrain d'entente où nous devons nous retrouver. Si vous êtes toujours engagé un fondement fort pour le bien de tous les pays du monde, eh bien les États-Unis souhaitent travailler avec vous. Je pense également que le moment est venu pour que cette Assemblée devienne plus inclusive afin de mieux répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris les États-Unis, doivent défendre constamment la Charte de l'ONU et s'abstenir de recourir au veto, sauf dans des cas rares extraordinaires, pour que le Conseil reste crédible et efficace. C'est également pourquoi les États-Unis sont favorables à l'augmentation des membres permanents et non permanents du Conseil, des sièges permanents que les pays que nous avons soutenus, des sièges permanents pour des pays d'Afrique, Amérique latine, les Caraïbes, les États-Unis s'engagent dans ce travail vital. Dans chaque région, nous avons lancé de nouveaux moyens de travailler avec nos partenaires pour faire avancer des intérêts. Le Quad dans l'Asie-Pacifique et la protection des phénomènes migratoires en Amérique latine, de rejoindre les dirigeants arabes pour une paix au Moyen-Orient, accueillir des dirigeants ici en décembre. Comme je l'ai dit, les États-Unis ont ouvert une ère de diplomatie sans relâche pour relever les défis qui comptent le plus dans la vie des gens.
régler le réchauffement climatique, renforcer la sécurité alimentaire, nourrir le monde. On a fait cette priorité et 1 an plus tard, nous tenons cette promesse. Le jour où j'ai pris mes fonctions, nous avons suivi les accords de climat de Paris. Nous y sommes revenus avec un sommet sur le climat, les accords sur la COP 26. 2/3 du PIB mondial se sont engagés pour limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius. J'ai signé un texte historique qui comprend l'engagement le plus important sur le plan du climat que nous avons jamais fait. 369 milliards de dollars contre le réchauffement climatique. Ça comprend des dizaines de milliards dans des nouveaux investissements dans l'éolien, l'augmentation des véhicules électriques, accroître l'efficacité énergétique. Nous pensons que cette nouvelle loi va réduire les émissions annuelles de 1 gigatonne par an à l'horizon 2030 avec une nouvelle ère de croissance alimentée par l'énergie et de réduire le coût des technologies propres de par le monde, pas simplement aux États-Unis. Ça va changer la donne au niveau mondial. Le temps presse. Nous vivons d'ores et déjà une crise climatique. Personne ne semble en douter. Après cette année écoulée, nous nous retrouvons. Une bonne partie du Pakistan est encore sous l'eau, a besoin d'aide. La Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse sans précédent. Des familles font face à des choix impossibles. Choisir quel enfant nourrir en se demandant si elles pourront survivre. C'est le coût humain du changement climatique qui va en s'accroissant. Comme je l'ai annoncé l'année dernière, à répondre à notre responsabilité mondiale, nous allons livrer plus de 1 milliard par an pour aider les pays à faible revenu dans les objectifs pour le climat et une transition énergétique juste. Le volet clé sera notre plan qui va aider 1 milliard de gens dans les pays vulnérables à s'adapter au réchauffement climatique et construire de la résilience. C'est une tâche énorme, que ce soit donc le moment où nous trouvons dans nous-mêmes la volonté de réduire les effets dévastateurs du climat et d'avoir une économie à énergie propre pour préserver notre planète. Sur la santé mondiale, nous avons livré plus de 620 millions de doses de vaccins anti-Covid à 116 pays. Il y en a d'autres disponibles. Tous gratuits, sans condition. Nous travaillons avec le G20 d'autres pays pour que les États-Unis mènent le changement pour un nouveau fonds pour préparer la lutte contre les pandémies au sein de la Banque mondiale. En même temps, nous continuons à faire avancer les projets contre les défis de santé. Plus tard, je vais accueillir une conférence sur la lutte contre le sida et le paludisme. Avec un soutien de notre Congrès, je me suis engagé à contribuer plus de 6 milliards de dollars à ce chantier. J'attends avec impatience des promesses de dons à la conférence pour la plus grande levée de fonds en faveur de la santé. Nous abordons également la crise alimentaire avec 193 millions de gens de par le monde qui font face à une insécurité alimentaire chaque année. Là aussi, nous allons augmenter le soutien des États-Unis pour apporter une aide en matière de sécurité alimentaire. La Russie, cependant, sort des mensonges en essayant de rendre responsable cette crise. Les sanctions imposées de par le monde
pour leur action contre l'Ukraine. Je voudrais être clair, nos sanctions permettent explicitement, je dis bien explicitement à Russie, la capacité d'exporter de l'alimentation et des engrais sans limite. C'est la guerre de la Russie qui aggrave cette insécurité alimentaire. Seule la Russie peut y mettre un terme. Je me réjouis du travail ici à l'ONU sous votre direction, Monsieur le Secrétaire général, pour exporter des céréales des ports de la mer Noire que la Russie avait bloqués pendant des mois. Il faut que ce dispositif se poursuive. Il faut nourrir le monde. C'est pourquoi les États-Unis est le premier soutien du programme alimentaire mondial avec plus de 40% de son budget. Nous soutenons les efforts de l'UNICEF pour nourrir les enfants de par le monde. Faire face à cette insécurité alimentaire, nous avons une feuille de route pour la réduire complètement, cette insécurité alimentaire, et plus de 100 États membres l'ont déjà soutenu. En juin, le G7 a annoncé plus de 4,5 milliards pour renforcer la sécurité alimentaire de par le monde par l'initiative Nourrir l'avenir. Les États-Unis cherchent à aider les agriculteurs à lutter contre la sécheresse avec les engrais qui peuvent ainsi améliorer les récoltes. Nous demandons à tous les pays de s'abstenir d'interdire des exportations de céréales ou de la massée alors que les gens souffrent. Quoi qu'il nous divise, si les parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants, rien d'autre ne compte si les parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants. En regardant vers l'avenir, nous œuvrons avec nos partenaires pour créer des règles de la route pour les nouveaux défis du XXIe siècle. Nous avons lancé le Conseil de technologie et d'échange avec l'Union européenne pour que les technologies clés soient développées et régies au bénéfice de tous. Avec nos pays partenaires et via l'ONU, nous soutenons, nous renforçons les normes et responsabilités, un comportement responsable des États dans le cyberespace et que ceux qui utilisent des attaques cyber pour menacer la sécurité soit mis sur la sellette. Avec l'Indo-Pacifique, nous cherchons à mettre en place un nouveau un écosystème où chaque nation pourra prétendre à une croissance économique qui soit résiliente et partagée. Les États-Unis sont partisans d'un impôt mondial minimum de façon à ce que les grandes entreprises payent leur juste part partout. Ça a été l'idée derrière le cadre économique Indo-Pacifique lancé cette année avec 13 autres économies de la région. Nous travaillons avec nos partenaires dans l'ASEAN et les îles du Pacifique pour mettre en place une vision pour une région critique Indo-Pacifique libre et ouverte, protégée, résiliente. Avec nos partenaires, nous travaillons pour renforcer les chaînes d'approvisionnement pour protéger tout le monde de la coercition, de la domination, pour qu'aucun pays ne puisse utiliser l'économie comme arme. Avec cette guerre de la Russie, nous appelons les créanciers, y compris qui ne sont pas au Club de Paris, de réduire les dettes des pays à faible revenu pour empêcher des crises politiques et économiques de par le monde. Au lieu d'avoir des projets infrastructures qui augmentent la dette, répondons aux besoins énormes d'infrastructures avec des investissements transparents, des projets de haut niveau qui protègent les droits des travailleurs et de l'environnement, essentiels pour les besoins de leur territoire et pas pour le pays contributeur. C'est pourquoi les États-Unis, avec le G7, a lancé un partenariat pour une infrastructure mondiale. Nous allons mobiliser 600 milliards de dollars
Grâce à ce partenariat à l'horizon 2027, des douzaines de projets sont également en place. Des usines de vaccins au Sénégal, des projets solaires en Angola, des petites centrales nucléaires en Roumanie. Il s'agit d'investissements qui donneront des retours, pas simplement pour ces pays, mais pour tous. Les États-Unis travailleront avec tous, y compris ses concurrents, pour résoudre des problèmes mondiaux tels le réchauffement climatique. La diplomatie du climat n'est pas une faveur aux États-Unis ou toute autre nation, et s'en éloigner fait mal à l'ensemble du monde. Je voudrais être direct et franc s'agissant de la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Avec le changement des tendances géopolitiques, les États-Unis seront un leader responsable. Nous ne recherchons pas le conflit, la guerre froide. Nous demandons à aucun pays de choisir entre les États-Unis et tout autre partenaire. Mais les États-Unis vont appliquer sans relâche leur vision d'un monde libre, ouvert et prospère, et ce que nous pouvons proposer aux nations. Des investissements conçus non pas pour favoriser la dépendance, mais alléger les fardeaux pour que les pays deviennent autonomes, des partenariats, pas pour des obligations politiques. Nous savons que notre propre succès, notre succès, s'améliore lorsque d'autres pays réussissent. Lorsque les pays peuvent développer leurs talents, tout le monde en profite. Il faut respecter les objectifs nobles de cette institution. Plus de paix et de sécurité pour tous partout. Nous avons une volonté inébranlable de contrer les menaces terroristes continues et nous mènerons avec notre diplomatie pour une résolution pacifique des conflits, maintenir la paix dans le détroit de Taïwan avec notre politique une seule Chine. Depuis 40 ans, nous sommes contraires au changement du statu quo. Nous sommes favorables à un plan en Afrique pour mettre un terme au combat en Éthiopie, au Venezuela. Nous utilisons la pression. Il y a eu effectivement 6 millions de personnes qui sont parties et nous souhaitons favoriser un retour à des élections libres. Nous sommes aux côtés de Haïti qui fait face à des violences extrêmes et une crise humaine majeure. Nous en appelons au monde de faire de même. Il nous reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons à soutenir une trêve au Yémen qui permette de mettre un terme à des années de guerre et nous continuerons à prôner une paix durable entre le peuple palestinien et l'État juif. Les États-Unis s'engagent à la sécurité d'Israël et une solution à deux États, le meilleur moyen d'assurer la prospérité d'Israël et de donner aux Palestiniens l'État auquel ils ont droit. Les deux camps respectent les droits de leurs citoyens. Les deux peuples peuvent bénéficier de liberté et de dignité. J'exhorte tous les pays de s'engager à renforcer le régime de non-prolifération nucléaire par la diplomatie. Quoi qu'il se passe ailleurs dans le monde, les États-Unis sont prêts à mettre en place des mesures de contrôle des armements. Une guerre nucléaire ne peut être gagnée, ne doit jamais être livrée. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité viennent de réaffirmer cet engagement en janvier. Mais aujourd'hui, nous voyons des tendances inquiétantes. La Russie a tourné le dos aux idéaux de non-prolifération embrassés par les autres nations à la 10e conférence de revue de ce traité et font des menaces irresponsables de recourir à l'arme nucléaire. La Chine amoncelle son arsenal nucléaire sans transparence, malgré nos efforts de lancer des efforts diplomatiques. La
Corée du Nord continue de violer les sanctions de l'ONU alors que les États-Unis sont prêts à un retour vers le plan d'action pour que l'Iran respecte ses obligations. Nous sommes clairs, nous ne permettrons pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Je pense que la diplomatie est le meilleur moyen d'y parvenir. Le régime de non-prolifération est l'un des plus grands succès de cette institution. Nous ne pouvons pas laisser le monde repartir en arrière ou détourner notre regard des violations des droits de l'homme. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'aune desquelles nos ancêtres nous ont demandé de nous mesurer. En 1948, ils ont clairement dit que les droits de l'homme sont à la base de tout ce que nous souhaitons réaliser. Aujourd'hui, en 2022, les libertés fondamentales sont menacées partout dans notre monde. Des volontations dans le Xinjiang, les rapports qui font état de la part du commissaire de l'ONU des abus lancés contre les victimes au Myanmar, également les atrocités des talibans en Afghanistan. Nous sommes aux côtés des femmes courageuses d'Iran qui manifestent au moment où je vous parle pour défendre leurs droits les plus fondamentaux. Voici ce que je sais. L'avenir sera emporté par les pays qui libèrent le plein potentiel de leur population. Les femmes et les filles jouissent des droits égaux, y compris les droits reproductifs qui permettent de renforcer les économies avec des sociétés résilientes où les minorités religieuses sont exemptes de harcèlement, avec les individus LGBTQ ne soient pas mis à mal, où les citoyens peuvent critiquer leurs dirigeants sans peur de représailles. Les États-Unis défendront toujours les droits de l'homme et les valeurs de la Charte de l'ONU dans notre pays et de par le monde. Je termine en disant ceci. Cette institution, guidée par la Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est à son centre un acte d'espoir sans crainte. Pensez à la vision de ces premiers délégués qui ont entrepris une tâche qui paraissait impossible d'un monde qui était encore en ruine, qui pleurait la mort des morts à la suite des horreurs de la Shoah, qui avait toute raison de croire au pire de l'humanité. Ils ont cherché à construire un monde meilleur, une paix durable, des droits de l'homme pour tous les membres de la famille humaine, coopération pour l'avancement de l'humanité tout entière. Dirigeants, les défis sont énormes, mais nos capacités sont énormes et notre engagement doit être encore plus fort. Restons ensemble pour manifester notre résolution inébranlable, telle que les nations restent unies et nous défendons les valeurs de la Charte de l'ONU et que nous pouvons tendre vers un monde plus juste, plus libre, pour nos enfants, même si nous n'y sommes pas encore. Nous ne sommes pas des témoins passifs face à l'histoire, mais nous sommes les auteurs de l'histoire. Nous pouvons le faire, nous devons le faire pour nous, pour notre avenir, pour l'humanité. Merci de votre tolérance, de m'avoir écouté.